Julie Duprat, bonjour Julie, je suis ravi de te revoir après quelques mois. On s'était vu la dernière fois sur le plateau de France 3 pour une émission de télévision, c'était à l'été dernier. Julie, je suis là pour le compte de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages, qui est une initiative de la ville de Bordeaux qui a été lancée le 9 mai dernier. Tu nous as fait d'ailleurs l'honneur et le plaisir et l'amitié d'être membre de cette mission, même si tu es parisienne depuis quelque temps. Et Julie, tu es archiviste, tu as fait une thèse sur les minorités noires à Bordeaux au XVIIIe siècle. À cette occasion, nous t'avions même invité à Bordeaux, c'était en 2017. Et puis les choses ont tellement évolué, bien évolué, que tu en as fait un livre, Bordeaux Métis, qui a été publié donc aux éditions Mola. Je crois il y a 1 an et demi à 2 ans. Et Julie, je voulais absolument, pour la mission de préfiguration, échanger un peu avec toi. D'abord, pourquoi une archiviste comme toi s'intéresse aux minorités noires à Bordeaux au XVIIIe siècle? Je ne sais pas s'il y a vraiment de raison particulière. Enfin, c'est plutôt que pour moi, ça me semblerait bizarre de... Cette question me paraît toujours un petit peu bizarre, parce que quand on étudie des personnes... quelles qu'elles soient, qui sont mortes il y a 200 ans, on étudie avant tout des personnes humaines. Donc je suis toujours un peu étonnée de la question quand on me dit « mais pourquoi tu t'intéresses à ces personnes-là ?» Je m'intéresse à ces personnes-là parce que c'était des personnes, justement. Et il n'y a pas vraiment de différence pour moi dans le traitement à avoir vis-à-vis de cette catégorie de population. Enfin, elles n'ont pas à être moins étudiées que d'autres, simplement en raison de leur origine. Et après, moi, c'est aussi purement des questions de curiosité, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de faire l'histoire des populations, des catégories les plus populaires, de celles qui n'ont pas pu avoir de voix ou à qui on n'a pas donné de voix. Et c'est vrai que toute cette histoire-là est assez lourde de ce point de vue-là. Et aussi, moi, c'est des questions purement aussi de curiosité personnelle. C'est des questions qui m'intéressent en général, donc c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à cette question plus spécifiquement. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a... c'est peut-être une question qui peut paraître nouvelle ou... qui est peut-être peu étonnée encore, mais qu'on a vraiment à l'heure actuelle en France dans nos établissements patrimoniaux, nos centres d'archives, nos bibliothèques, on a vraiment toute la matière qui est là et qui existe pour faire cette histoire-là. Donc c'est pas une histoire qui est compliquée dans le sens où on n'arrive pas à trouver des choses, au contraire il y a tout ce qu'il faut, il y a profusion, c'est juste qu'il faut du temps et il faut effectivement s'accorder cette piste de recherche-là, mais voilà. Alors, s'accorder cette piste de recherche, c'est une piste de recherche aussi un peu inflammable, quelque part. C'est une question qui est l'objet de beaucoup de tensions, de polémiques d'une manière générale. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te posais cette question, c'est vrai que les universitaires ou les chercheurs, par exemple, aquitains, néo-aquitains, bordelais, n'ont pas vraiment investi cette question-là, peut-être comme tu l'as fait. Parce que ce qui est très intéressant dans ton ouvrage, et dans ta thèse et dans ton ouvrage par la suite, c'est que cette question de la présence des Noirs sur le sol donc métropolitain hexagonal entre le XVIIe, on va dire, jusqu'au XIXe siècle, est une présence qui n'était pas reliée finalement au statut juridique qu'il pouvait avoir, qui était celui de l'esclavage. Donc c'est ça qui a paru intéressant dans ton ouvrage. Et comment est-ce que ce travail que tu as fait archivistique, puisque c'est un travail sur les archives que tu as fait, comment est-ce que ça t'a paru rejoindre des préoccupations d'aujourd'hui, contemporaines, hors des cercles de professionnels comme toi? Ben, moi, c'est essentiellement une question pour moi de citoyenneté et de la manière dont on se sent appartenir à l'histoire. Moi, je suis contre une histoire qui soit essentiellement une histoire des puissants, une histoire très politique, où je trouve que même en tant que personne blanche qui a des ancêtres français, etc., c'est très difficile de se voir dans cette histoire, de comprendre d'où on vient, de comprendre quelle importance ont pu avoir nos ancêtres. Enfin voilà, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça quand la seule histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire de personnes qui ont eu dès le début accès à des privilèges multiples et variés. Et donc moi c'est pour ça que ça m'intéresse de faire cette histoire-là aussi, c'est que je pense que notamment pour toute une jeune génération qui a parfois du mal un peu à se situer en tant que citoyen français, ça peut aider de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que c'est pas eux qui seraient anormaux ou voilà, mais qu'en fait au contraire ils s'inscrivent dans une histoire qui est très longue de présence d'immigration, et je pense que ça aide à se sentir aussi plus légitime dans ce qu'on veut faire, à ouvrir plus de perspectives sur ce qu'on peut faire. Donc c'est surtout moi comme ça que je relie mon travail aux enjeux aujourd'hui
à des enjeux plus contemporains. Oui, absolument. Et c'est vrai que cette filiation, quelque part, entre la jeune génération française d'aujourd'hui, dans sa diversité, et, disons, l'ancienne génération française du XVIIIe, XIXe siècle, cette époque d'invisibilisation de certaines communautés, de silence historique aussi, et cette demande, elle est importante. Et ce qu'il y a dans les travaux que tu mènes, et puis dans ton activisme quelque part intellectuel, puisque tu as un site internet et que régulièrement tu rappelles ça, c'est que aussi, c'est de montrer des trajectoires de personnalités qui, dans cette période terrible pour les Noirs en Europe et en France, ont pu développer des formes de résistance et de résilience. Et ces personnages-là, pour toi, qu'est-ce qu'ils nous disent de notre société aujourd'hui? Honnêtement, je pense qu'ils ne nous disent rien de notre société aujourd'hui, parce que c'est des personnes qui sont mortes il y a 250 ans, donc on ne peut pas coller tout ce dans quoi ils évoluaient à notre société d'aujourd'hui. Mais si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'après, il y a un concept qui est peut-être universel et philosophique, le concept de résilience, qui lui traverse les siècles, et la question de résistance et de savoir comment est-ce qu'on se positionne face à des structures préétablies et comment on résiste et comment on trouve son chemin et comment on trace sa voie malgré tout ça. Évidemment que ça, c'est des questions qui sont encore très universelles et qu'on se pose encore aujourd'hui, bien entendu. Après, de là à... Je pense que du coup, c'est important de nous avoir aussi en tête pour se dire que ça a déjà été fait il y a 200, 300, 400 ans et que donc ça peut être refait. En tout cas, que c'est des modèles qui peuvent inspirer. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans une filiation ou un parallèle à tout prix. La société du XVIIIe siècle, c'est plus la société, c'est pas la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc effectivement, moi, je les vois plutôt comme des sources d'inspiration et des modèles qu'il y a d'autres que de manière générale, la société et l'histoire ont toujours été plus complexes que ce qu'on veut bien voir au premier abord, et qu'il y a toujours eu des épisodes de résistance, des épisodes de conflits, et que ça a jamais, enfin voilà, les populations opprimées n'ont jamais été opprimées. Et puis c'est tout, il y a toujours des vagues de résistance, etc. Et ça, effectivement, c'est important en tant que, pareil, une fois de plus, on en revient à la question de la citoyenneté, mais savoir comment est-ce qu'on se positionne comme citoyen. Voilà, savoir que le pouvoir préétabli n'est pas le... Enfin, c'est pas parce qu'il y a un pouvoir qui existe qu'il faut qu'on doit se contenter de ça. Donc, on peut tout à fait, à notre échelle individuelle, combattre des choses qu'on jugerait injustes ou se faire une place alors qu'on ne la propose pas. Voilà. Alors, à l'échelle individuelle, toi, ton travail, c'est d'abord un travail archivistique, d'auteur aussi, avec cet ouvrage. Et il y a aussi ce que les collectivités peuvent faire, ce que les institutions peuvent faire. À Bordeaux, la réponse qui a été donnée depuis maintenant une dizaine d'années, ça a été d'avoir des salles dans le musée d'Aquitaine qui racontent aussi cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs dans la ville, qui l'inscrit dans l'histoire de la région. Comment est-ce que tu lis le rapport peut-être entre l'espace muséal et peut-être des espaces plus citoyens tels que celui dont nous rêvons, qui est celui de la maison contre les esclavages? Pour moi, c'est encore compliqué à évaluer, justement parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même assez peu d'espaces citoyens qui existent de ce type. Donc on a des mémoriaux, effectivement, notamment à Nantes, mais qui sont plutôt des zones de recueillement, qui ne sont pas vraiment pensés comme des espaces participatifs, etc. Et sinon, on a quelques mémoriaux et des musées, mais cet entre-deux, entre le mémorial et le musée, il n'existe pas à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que pour moi, c'est encore difficile de comparer les deux et de voir quelle serait la plus-value de l'un ou de l'autre. Après, ce qui apparaît à manière assez évidente dans la démarche aussi, qui est celle de la maison contre l'esclavage, c'est d'impliquer dès le départ les citoyens dans cette construction-là, pour pas que le discours qui soit apporté soit uniquement un discours qui soit le fait de spécialistes ou d'une élite culturelle aussi, qui est celle qui est dans les musées, les bibliothèques, etc. Mais que tout le monde aussi se sente impliqué, se sente concerné par cette question. Je pense que les musées ont fait beaucoup et travaillent de plus en plus sur des nouveaux dispositifs pour vulgariser ça de manière beaucoup plus humaine et faire en sorte justement qu'on se
sans te rattacher à cette histoire. Je pense notamment à ce qu'a fait le musée de Nantes, Oui. l'exposition Abîme de l'esclavage. Oui. Donc, je trouve que là, ils ont vraiment réussi à sortir d'un discours très classique de musée, très scientifique, un peu déconnecté, mais au contraire, ils étaient dans quelque chose de très très incarné, et j'ai trouvé que ça pouvait parler un peu quel que soit son bagage, et que ça marchait très très bien. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la maison d'esclavage, c'est d'aller aussi dans ce rapport-là, à peut-être encore plus accentué, puisque là c'est vraiment les citoyens locaux qui sont encore plus associés à tout ça. Enfin voilà, c'est surtout là, je pense, comme manière que se joue là, clairement. Alors peut-être dernière question, chère Julie, c'est ce peuple-là que tu as fait émerger quelque part dans nos consciences, ce peuple de Noirs du XVIIIe siècle bordelais, libres ou esclaves, affranchis. Quelle place, par exemple, on pourrait lui donner dans cette maison contre les esclavages? Mais en fait, je sais juste, enfin, à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne sais pas ce qui est ressorti des différents entretiens, donc je ne sais pas les dispositifs qui ont pu être évoqués. Donc c'est difficile pour moi, une fois de plus, de donner une réponse. Ce qui me semble important, effectivement, c'est qu'ils y soient présents. C'est que quand on parle de l'esclavage, on parle bien de l'esclavage comme un phénomène global. C'est pas un phénomène qui était juste aux colonies, juste sur 150 ans, mais c'est vraiment quelque chose qui a une histoire beaucoup plus longue et qui malheureusement a toujours cours également sur le sol français aujourd'hui. Donc je pense que c'est effectivement, pour moi ça semble incontournable, en tout cas c'est une maison contre l'esclavage de rappeler que c'était aussi un phénomène métropolitain pendant plusieurs siècles, et aussi de montrer le pendant, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cet entretien, que esclavage il y avait, mais que l'esclavage c'est toujours aussi pensé en résonance avec le fait d'être libre ou pas, et que cette liberté, même si elle était difficile à obtenir, elle était aussi possible pour les personnes d'origine africaine. Et donc c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y avait cette coexistence de deux modalités juridiques sur le sol français, même si évidemment les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que les libres, mais de savoir qu'en tout cas on retrouve en métropole les mêmes complexités sociales qu'il y avait aux colonies. Je pense qu'effectivement c'est extrêmement important aussi pour comprendre après plein d'autres phénomènes qu'il y a encore aujourd'hui sur par exemple la question du colorisme, des choses comme ça qui découlent vraiment aussi de la cohabitation de personnes qui ont différents statuts juridiques mais sont renvoyées à des origines similaires. Enfin, voilà, je pense que tout ça c'est... La question du migrant aujourd'hui, tout ce que ça réveille. Mais Julie, écoute, merci beaucoup, merci infiniment d'abord d'avoir accepté d'être auditionnée dans le cadre de cette mission, et puis surtout de partager ces idées avec nous. On espère compter sur ta présence au mois de mai à Bordeaux pour la remise du rapport, ou en tout cas dans des moments que nous aurons à déterminer ensemble d'ici la fin de l'année. Merci infiniment. Merci.